Meuf. Depuis que je suis petit, j'aime les jour et nuit, je pensais, mais j'ai jamais chopé, j'ai jamais compris les, j'avais pas le niveau pour les, j'ai jamais su plaire aux, alors je détestais les, j'ai même insulté les, dans des chansons sur les, qui m'ont rendu connu comme plein, mais je crois que je suis devenu une, on me parle dans la rue comme une. Maestro, j'ai besoin d'une photo, j'ai envie d'une photo. Est-ce que tout le monde voit bien cette photo, ce visage sur Youngburger? Ça, voyez-vous, c'est le visage, c'est l'incarnation, c'est le véhicule, c'est le but, c'est le moteur de la culture en 2018. Parce qu'on va parler de la culture en 2018. Le postulat de cette conférence, c'est-à-dire qu'avant de parler de contre-culture et d'avant-garde culturelle, il faut d'abord identifier, nommer la culture. Et moi, je voudrais vraiment, je mets un point d'honneur à préciser ce qu'est la culture ultra contemporaine de nos jours, et notamment par rapport aux évolutions matérielles, la numérisation, la virtualisation, la dématérialisation des dernières années. Donc quand je vais parler dans cette conférence d'époque, de période, de génération, il faut bien avoir en tête qu'on est passé dans un temps extrêmement court. Nous sommes dans le court terme. Et quand je vais parler de période, il faut bien se rendre compte qu'on parle des 6 derniers mois. Maximum la dernière année. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, 2017 n'est pas 2018, 2017 n'est pas 2016. On est complètement dans un autre rapport au temps. Et ça a été modifié, notamment par l'émergence d'Internet, du streaming et toutes ces choses-là. Donc on va en parler. Et donc on va parler des répercussions sur la culture et notre rapport à la culture. Donc le piège réactionnaire, gentiment réactionnaire, serait de dire qu'il n'y a pas de culture aujourd'hui. Or c'est faux. Il y a une culture aujourd'hui. Elle a un sens, elle a une signification, elle est le reflet d'une sensibilité, d'une époque justement, d'une perception. Et à cet égard, il va être intéressant notamment d'étudier l'évolution du rapport production-consommation. C'est là-dessus que je vais me baser avec des exemples tout aussi attrayants que celui-ci. Alors pour illustrer la culture d'une époque, normalement, logiquement, on devrait montrer ses stars. Et la réflexion qu'on s'est faite en préparant cette conférence, c'est que notre époque, encore une fois sur le très court terme, les 2-3 dernières années, n'a pas vraiment de stars, au sens où on l'entend, c'est-à-dire d'artistes de génie, de force de production incroyable, d'artistes vraiment de talent qui s'inscrit dans le temps long. Parce que le système actuel ne peut plus produire de stars et n'a plus vraiment intérêt à produire des stars, n'a plus vraiment besoin de stars. Donc je vais m'expliquer. Quand on parle parce que j'ai cherché des exemples, quand on parle de stars, ce qui nous vient en tête en premier, évidemment, c'est par exemple les stars de cinéma, puisqu'on parle de culture. Alors j'ai fait l'expérience, on a réfléchi, j'ai demandé autour de moi quelles seraient les stars de cinéma qui vous viennent en tête en premier. On m'a répondu Brad Pitt, Tom Cruise, Johnny Depp, George Clooney, Leonardo DiCaprio. Mais la réflexion, c'est que ce sont des stars, mais d'un autre temps, d'un autre monde. Ce sont des personnes qui ont émergé dans les années 80, dans les années 90. Ces dernières années, il n'y a pas vraiment de stars de cinéma. Les derniers qu'on a réussi à me citer étaient The Rock ou Ryan Gosling. Mais je pense qu'on n'est pas dans la même symbolique, le même niveau, si vous voulez, que les stars précédentes. Parce que les stars dont je vous ai parlé sont déjà vieilles. Et puis, par exemple, même Ryan Gosling, The Rock ou d'autres, la ménagère de base ne les connaît pas. Ce n'est pas exactement la même signification. On peut parler des actrices aussi. J'ai réfléchi quelles seraient les actrices les plus sur le devant de la scène actuellement. Et en fait, on m'a cité des actrices qui étaient déjà, je dirais, périmées il y a quelques années. C'est-à-dire Angelina Jolie, Sharon Stone, Scarlett Johansson, c'est la seule qui émerge encore. D'ailleurs, on peut se poser la question de la staritude de Scarlett Johansson. Elle semble moins pérenne que ses aînés, comme Julia Roberts ou Nicole Kidman, moins talentueuse et car moins belle. Et l'avenir nous dira si son privilège communautaire n'est pas sa plus grande qualité. Dans un autre genre, on peut citer et s'interroger sur Natalie Portman. Si on veut évoquer les stars féminines relativement actuelles, on peut citer Jennifer Lawrence et Emma Watson, qui sont déjà pour la masse des demi-stars, qui n'ont pas l'aura et la puissance des grandes. Ceci s'explique principalement par l'évolution du cœur de cible commercial. Leur public est majoritairement un public d'enfants et de préadolescentes, volatile et éphémère par essence. On est donc passé de la ménagère à l'adolescente comme consommatrice choyée et visée par le capital.
Pour ce qui est de la France, par exemple, le non-renouvellement des stars de cinéma tient autant à la mutation du marché, donc le rapport consommateur-producteur, qu'à la mainmise et à la confiscation communautaire. Je parle ici des réseaux, des lobbies, des subventions, de la reproduction de classe, les fameux fils d'eux. Quelles sont les dernières grandes actrices françaises que vous pouvez me citer ? Juliette Binoche, Sophie Marceau, Isabelle Huppert, quelque part c'est déjà le Moyen-Âge. Marion Cotillard, ça a déjà 10, 15 ans. Chez les hommes, les derniers acteurs très célèbres sont Vincent Cassel, Jean Dujardin, Omar Sy, des fils d'eux ou issus de la télé qui ne font que de très seconds rôles anecdotiques aux États-Unis et qui semblent très loin de l'aura des Belmondo, Depardieu et autres Alain Delon. Si vous voulez, j'appuie là-dessus pour vous dire qu'il y a une sorte de problème de renouvellement dans le système, mais qui n'est pas vraiment un problème, c'est un constat, parce que le système, encore une fois, n'a plus vraiment intérêt à mettre en avant des personnes de la même manière qu'avant. Voilà. Il y a un autre rapport qui se met en place. Je ne dis pas que c'est bien ou je dis que c'est mal, je dis que c'est intéressant et c'est à constater. On pourrait parler également de la musique. Quelles seraient les vedettes, les stars, pas les vedettes, quelles seraient les stars de la musique contemporaine ? Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, voilà, Britney Spears, c'est déjà ultra dépassé, c'était il y a 15 ans, c'était il y a 20 ans. À la limite, Adele, pareil, ça a 10 ans, Lady Gaga, tout le monde l'a oublié, celle qui a presque perduré jusqu'à maintenant, c'est Madonna, 60 ans, dont le succès est vraiment fondé sur l'ancien modèle des années 80. Ces derniers temps, on a une émergence de Taylor Swift, mais qui fonctionne pas vraiment à l'international, en termes de pop star mondiale, c'est de ça dont je parle. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de relève. Voilà, il n'y a pas vraiment de relève, le système ne trouve pas le relais. Alors je pourrais citer des exemples, on avait pensé à Camila Cabello, que le système essaye de promouvoir sur une vibe un peu latino, tout ça, mais il y a toujours une étape qui manque. Et encore une fois, c'est pour illustrer, je parle de ça pour illustrer cette espèce de non-renouvellement qui me semble finalement consubstantiel à ce nouveau système, à cette nouvelle culture que je vous présente. Si on parle des stars ou des vedettes musicales masculines, en ce moment, celles qui sont sur le devant de la scène, Kanye West, Pharrell Williams, Bruno Mars, Drake, oui, et Drake énormément, The Weeknd, mais c'est pareil, c'est des gens qui ont émergé il y a déjà très longtemps, il y a déjà 10 ans, quoi, c'est énorme dans notre nouveau rapport au temps. Eminem qui revient, mais bon, c'est déjà ringard. Le seul que j'ai trouvé qui pourrait représenter quelque chose aujourd'hui, c'est Justin Bieber. Mais après, on pourrait en parler justement sur ce que ça véhicule et ce que ça dit sur ce système. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et même au niveau de la littérature, il n'y a plus de vedettes de la littérature, de stars de la littérature. Les seuls trucs qui ont émergé et qui ont pété le score ces dernières années, c'est 50 Shades, 50 nuances degrés. Voilà, de la littérature pour adolescente, post-adolescente et ménagère. Ou Marc Lévy, si vous voulez, pour Guillaume Musso. Voilà, ce sont les derniers, mais c'est un peu l'arbre qui cache les arbres qui cachent la forêt. On a par contre l'émergence de stars ultra éphémères. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, parce que je vais faire un peu d'anglicisme, même si j'aime pas beaucoup ça, mais c'est le principe de cette nouvelle culture. On a ce qu'on appelle les hit girls. Est-ce qu'on a des hit girls à présenter? Les hit girls, c'est par exemple Bella Hadid, Emily Ratajkowski, ce sont des Kim Kardashian pour ceux qui connaissent, ce sont des nouvelles vedettes qui sont issues de la matrice Paris Hilton, si vous voulez. Love her or hate her, Paris Hilton is an American origin. A woman whose beauty, wealth, Most of these diamond earrings, please. and fearlessness let her live life entirely on her own terms. What is it about Paris Hilton that fascinates people so much? It's a number of things. I think she's having fun and she smiles through it all. She doesn't care, and I think that's why people love her. She is invincible. With Paris, just like the way it was with Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Princess Diana, people connect to them with their hearts and their minds. And they see these beautiful young women and they think, that's who I am, that's who I want to be, that's what I want to be. Il faut bien comprendre que ça, c'est le modèle des jeunes filles. C'est le modèle de, je ne sais pas si vous avez des enfants, de vos cousines, de vos sœurs. C'est le modèle véhiculé par tous les moyens. D'ailleurs, vous connaissez les canaux, par les téléphones portables, etc., à l'école. Voilà, ça c'est la culture en 2018, c'est ça. Je trouve ça sympa, hein, mais bon.
Donc le système va avoir de plus en plus de mal, je pense, hein, c'est une étude que je fais, en fait je lance des pistes dans cette conférence, le système va avoir de plus en plus de mal à produire des stars, parce qu'on est dans une nouvelle ère qui induit une nouvelle manière de consommer et qui induit une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de vendre, et je dirais même une nouvelle manière de se vendre. Précisément, je vais parler de la mutation industrielle que vous connaissez certainement, que représente le streaming. Le streaming, pour ceux qui n'ont pas forcément la définition, même si c'est tout à fait dans l'air du temps, c'est le fait d'acheter un objet culturel sur une plateforme de téléchargement en ligne. Et pour la musique, ça induit, il faut le comprendre, c'est pour les jeunes générations, parce que je parle de la culture dominante et la culture en marche, si vous voulez, sans référence à Macron forcément, la culture en vogue. C'est-à-dire que pour les nouvelles générations, c'est comme ça qu'ils consomment de la musique, c'est comme ça qu'ils consomment de l'art, de la culture, et c'est comme ça c'est un nouveau rapport qui est induit par cette nouvelle forme de consommation. Le streaming n'a rien à voir dans la manière d'écouter de la musique avec votre génération, j'imagine, qui était la période des cassettes ou des CD. Une cassette, on mettait sa cassette dans son Walkman, on écoutait un album du début à la fin, parce qu'on était obligé, on ne pouvait pas passer de piste en piste, sauf à appuyer sur Rewind et compagnie. Le CD, on pouvait encore faire une sélection selon les titres, mais avec le streaming, nous avons passé un cap parce que nous rentrons dans l'ère de ce que j'ai appelé l'ère de la playlist. Le consommateur de base a l'impression, le sentiment d'avoir une abondance en permanence. Il est noyé, c'est une illusion d'infini, c'est un zapping permanent. Tous les jours, il y a des nouveautés et il est noyé sous énormément de soi-disant de choix. Le problème, c'est que c'est évidemment orienté par des algorithmes, on va y revenir, et que c'est une nouvelle forme de radio. En fait, le streaming, c'est un peu la nouvelle radio. Comme YouTube est la nouvelle télé, le streaming, c'est un peu via les algorithmes, et les playlists, c'est un peu nouveau Fun Radio, le nouveau Énergie. Je voulais même préciser, maintenant, les jeunes n'écoutent plus des morceaux, ils écoutent des échantillons. Des échantillons de musique sur Spotify ou Deezer, etc. C'est-à-dire qu'on écoute 30 secondes d'un morceau. Et après, on fait sa sélection, peut-être qu'on l'achète. Donc tout ça pour que vous ayez conscience qu'il y a un nouveau rapport à l'objet culturel qui se met en place. Ce qui induit aussi du point de vue des artistes, et c'est intéressant je pense, les artistes sont obligés d'être constamment sur le marché. Parce que ce mouvement extrêmement rapide les pousse à rester en vitrine pour ne pas être oubliés. Donc ça induit aussi des choses sur la construction culturelle et la construction artistique. C'est-à-dire que quand on est obligé de faire 2 albums par an, parce que c'est ce qui se passe. Maintenant, la culture dominante, le marché qui vend le mieux en termes musicaux, il faut que vous le sachiez, c'est le rap. Les artistes bankable, ce sont les rappeurs. Les rappeurs français aujourd'hui font 2 albums par an. C'était inconcevable il y avait 15 ans. Il y a 15 ans, un artiste majeur de rap ou d'autres, ils le font encore dans la variété, sortait un album tous les 5 ans. Maintenant, c'est 2 albums par an. Et si on se fonde sur le modèle américain, on est sur 3 mixtapes par an là-bas. 3-4 mixtapes par an par artiste. Donc il y a vraiment un rapport dans la production qui est également changé, et c'est intéressant. Donc la manière dont est proposée la musique est différente, la manière dont est pensée la musique est différente, la manière dont est consommée la musique est différente. D'ailleurs, je vous parlais des playlists. Si vous vous intéressez aux artistes majeurs, Drake et compagnie, en ce moment, ils vous proposent non pas des albums construits, pensés de A à Z, ils vous proposent des playlists avec un morceau qui correspond à un univers, une période géographique, une époque, un moment, et que vous consommez selon le petit-déj, le machin, le truc, voilà. Et c'est-à-dire qu'ils pensent leur musique comme ça. Je pourrais vous citer l'exemple de SoundCloud. Est-ce que vous connaissez SoundCloud ? Maintenant, c'est le règne on appelle ça les SoundCloud artistes, les SoundCloud rappeurs. Ce sont des jeunes qui, pour se faire connaître, mettent un seul morceau peut suffire. Un morceau de 2 minutes peut suffire à faire de vous une vedette de ce système. Encore une fois, c'est un nouveau rapport parce que les jeunes artistes émergents qui grandissent dans ce cadre pensent leur musique comme ça. Donc ils pensent leur musique comme une playlist ou comme quelque chose de très éphémère. Encore une fois, c'est le règne du court terme. Je dirais aussi que ça s'explique par les évolutions technologiques, parce que c'est vrai qu'avec l'émergence du home studio, d'Internet, des ordinateurs portables, la démocratisation de la technique, on a complètement changé de monde. C'est-à-dire que maintenant, avec un ordinateur, vous avez un logiciel de son, vous avez une console de mix, vous avez des systèmes audio intégrés. Avec un ordinateur, vous pouvez faire de la musique chez vous avec très peu de moyens. Ça s'explique parce qu'il y a eu cette évolution technologique et aussi les répercussions que ça a eu sur les majors.
les labels. Ça, c'est intéressant. Parce qu'à l'époque du CD, par exemple, parce que j'ai pas le temps de faire toutes les époques de la musique, mais pour revenir à 10-15 ans en arrière, les labels, les majors donnaient énormément de moyens à leurs artistes pour les mettre dans des cocons ultra confortables qui leur permettaient justement de produire des projets plus ou moins aboutis, on en jugera, mais qui s'inscrivaient quand même dans un temps long. Mais parce qu'à l'époque, c'était une époque bénie, c'était une époque dorée, qui se sont fait des marges de malades. Il faut imaginer, ce que je raconte dans le bouquin, c'est qu'en plus, le MP3 arrive à un moment où jamais le monde de la musique ne s'est fait autant d'argent, quoi. Oui, c'est ça. Jamais. Ils étaient assis sur une sorte c'est même plus qu'une poule aux œufs d'or, c'était un élevage de poules aux œufs d'or, quoi. C'était n'importe quoi. Le moindre disque, tu le vendais chez Carrefour et t'en vendais des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Ils faisaient des compilations qui étaient vraiment pas glorieuses. C'était pas glorieux, les compilations, c'était un business pas glorieux. Tu mettais 3 tubes, tu mettais des phases B vraiment qui avaient aucun intérêt avec et boum, tu vendais super bien. C'était facile, c'était pas cher. Produire un CD quand on en fabrique des dizaines, des centaines de milliers, l'objet il coûte même pas 50 centimes et il le vendait 20 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette époque bénie au niveau économique pour ces gens-là. Et c'est vrai que, notamment en France, il y a eu beaucoup de mal l'industrie musicale a eu beaucoup de mal à s'adapter et à voir le coup venir avec la révolution numérique. Donc c'était une période qui permettait l'émergence d'artistes, qui représentaient certaines choses. Maintenant, ça a beaucoup changé avec cette espèce d'illusion d'illimité, de gratuité, d'immédiateté. Donc le système n'a pas besoin de produire de stars et le système n'a pas vraiment besoin de stars parce que la star ne correspond plus, quand je dis encore la star, c'est l'artiste de génie, de talent, ne correspond plus vraiment à l'essence et au fondement ontologique de cette culture dont je vous parle. C'est-à-dire que là, on rentre non pas dans l'ère des mass médias, ça fait déjà très longtemps que cette critique a été faite, notamment par Christopher Lasch et d'autres, c'était déjà les années 70-80. Nous, on n'est plus dans l'ère des mass médias, on est dans l'ère des médias, j'ai appelé ça les médias de masse personnalisés. Je ne sais pas si vous voyez le concept, c'est-à-dire que tout le monde a sa star, tout le monde est sa star, tout le monde est la star de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est encore une fois, c'est un autre rapport, mais en rapport, mais on est tous pareils, mais on est régi par une même codification, c'est-à-dire qu'il y a une homogénéisation culturelle, mais sous un vernis de choix, de sélection, de diversité, d'individualisme. Voilà, j'ai le droit d'eux, j'ai le choix d'eux, de sélection ultra personnelle. Or, donc, ça correspond à ce que j'appelle une ère ultra démocratique d'une consommation qui est pourtant grégaire. Voilà. Ère ultra démocratique de la consommation grégaire. Et effectivement, c'est certainement une illusion et une hypocrisie relative, parce que ce choix qu'on nous vend est quand même régi encore une fois, par des algorithmes. Et nous, on peut en parler en termes politiques, les algorithmes ne sont pas totalement neutres, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un algorithme est quand même régulable ou réglable par des choix politiques et choix humains en dernière instance. Par exemple, je vous parle d'égalité et réconciliation. Si demain ils veulent nous déréférencer, ils peuvent le faire. Voilà. Il suffit d'appuyer sur un bouton, de donner des directives. Donc on n'est pas dans la neutralité et cette espèce d'hypocrisie qu'on nous vend. On sait très bien qui dirige les GAFA, on sait très bien qu'il y a une vision du monde et une idéologie qui sont derrière ces grands groupes. Par exemple, un système de censure est déjà actif dans le monde de la musique. On a vu R. Kelly retiré de Spotify pour ses vieilles affaires d'abus sexuels, ce qui ouvre la boîte de Pandore. On peut imaginer des artistes déprogrammés pour raisons idéologiques, incitation à la haine, transphobie, etc. Et dans le monde actuel, quand vous n'êtes plus sur Spotify et YouTube, vous n'existez quasiment plus. N'oubliez pas que derrière les algorithmes et les playlists, il y a des humains qui obéissent potentiellement à ceux qui les payent, des hommes et des femmes manipulables, conditionnables. Nice to meet you. My name's Athena. I'm an editor here at Spotify. A lot of my day revolves around listening to music. My particular focus is around emerging music, new artists, trying to help them grow and find spots for them to expand their audience. So Athena actually spearheaded this year's LGBTQ playlist for Pride. I mean, music has always played a big part in culture and identity, but it's really cool to see it integrated into playlists. What I really wanted to do was empower the LGBTQ community to tell their story in their own voices. Donc c'est une culture, la culture actuelle, a priori, c'est pas forcément un jugement, mais c'est un constat, a priori n'encourage pas vraiment l'effort,
le rapport à la culture traditionnelle, l'apprentissage, le dépassement, mais plutôt le confort, la passivité, dans un cadre quand même, pour le consommateur, dans un cadre très délimité, mais sous couvert effectivement de liberté et d'émancipation. On nous vend ça comme c'est la culture pour tous. C'est pas le mariage pour tous, c'est la culture pour tous. C'est égalité d'accès à tous pour la culture. Or, encore une fois, dans son sens classique, la culture est une appropriation, c'est un effort, c'est quelque chose ça représente beaucoup de choses en termes moral, esthétique et intellectuel, et c'est quelque chose qui doit se comprendre et s'apprendre et se construire. Donc la star rentre de moins en moins dans le plan marketing du système, puisque la star casse cette illusion de variété, de diversité, cette illusion d'égalitarisme finalement. La star casse l'égalitarisme parce qu'elle représente, par sa force de travail, par son indépendance, par sa différence, par l'imaginaire profond en termes d'historicité et d'ancrage culturel. Et ça ne correspond pas à la culture de masse 2.0, dont on parle, qui est fondée, elle, plutôt sur dématérialisation, passivité, déracinement. Ceci étant, j'en suis arrivé à l'idée que le principe tendanciel de cette culture était plutôt la célébration, ce que j'ai appelé la célébration de l'homme moyen, de l'homme médian, de l'homme normal. Voilà, c'est de la banalité. On est plutôt dans ce positionnement-là de la part du système, mais une célébration dans laquelle, pour donner l'illusion de mouvement et de diversité, justement, on doit faire une différenciation très minime qui se fait toujours, je l'ai constaté, on va en parler ensemble, qui se fait toujours par le bas. C'est-à-dire que pour se différencier, on est tous normaux, mais pour quand même se différencier, ça va se faire par l'activation de ce que j'ai appelé les vices, la mauvaise conscience. C'est ça qui va faire que que Micheline, Caroline se différencie de Jennifer et compagnie. Je m'explique. Je tourne ma petite page. Sur la normalité, c'est vrai que j'ai constaté que le système promeut actuellement une sorte d'apologie de l'anti-héros, du banal, du normal, voire du médiocre. Voilà, on va en parler. Il ne faut pas oublier les modèles, les incarnations de la culture contemporaine. Ce ne sont pas des stars, mais ils ne veulent pas être des stars. Ce n'est pas dans leur matrice et dans leur mentalité. Ils sont accueillis comme des rockstars à chaque apparition publique. Je l'adore. Ils ont inventé leur propre métier, souvent entre les 4 murs de leur chambre. Léna a 21 ans et vit chez ses parents. En 1 an et demi, son site est passé de 1000 abonnés à plus de 300 000. C'est monté très très vite. YouTube, quand ça marche très vite. Ça peut te pousser du jour au lendemain. Okay. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les abonnés, ce sont les fans. Ceux qui vous suivent sur Internet, parfois 24 heures sur 24. Dans ses vidéos, Léna parle chiffon, mais aussi de son quotidien. Ses coups de blues, ses bons plans, ses complexes de fille. Donc ouais, on a tous des complexes, que ce soit une bosse sur le nez, des cheveux bouclés, des hanches. Et pour continuer d'intéresser sa communauté d'abonnés, la faire grandir, Léna a sa recette. Je suis assez spontanée et naturelle. Et je pense que j'ai un peu une vie normale et je pense que ça plaît aussi. Je pense que quand on regarde mes vidéos, on sent un peu comme si on était avec moi et que c'est une petite conversation à deux. Donc les youtubeurs sont l'incarnation de cette apologie de la normalité. Voilà, Cyprien, machin, ils ont la gueule de votre voisin du 3e étage, ils s'habillent en Célio et en canard et je sais pas quoi, ils ont des lunettes de graphiste, d'afflelou. Voilà, c'est banal. Ils sont ultra banals. Est-ce qu'on a des gamers aussi, peut-être? Les gamers sont assez représentatifs de la période. Les gamers, les geeks, qui ressemblent à votre petit frère adolescent boutonneux qui joue 15 heures par jour. What is up? My name is I am so excited today because... Ça, c'est PewDiePie, un youtubeur devenu célèbre en se filmant en train de jouer aux jeux vidéo. 79 millions d'abonnés sur YouTube. C'est devenu aujourd'hui beaucoup plus qu'un gamer, c'est désormais un véritable phénomène de société, une icône, j'ai envie de dire même un héros pour vos enfants. Let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Ça, c'est ça la culture en 2018. Voilà, il faut en prendre conscience. Si on veut parler d'avant-garde et de contre-culture, il faut déjà comprendre que la culture dominante en ce moment, c'est ça. Je pourrais parler du porno. Le porno,
qu'est-ce qui vous vient à l'esprit maintenant? C'est YouPorn. YouPorn, enfin déjà YouPorn c'est dépassé, mais c'est le porno normal. C'est le porno de votre voisine du 3e étage qui fait une sextape dans un camping sous une tente Décathlon et que vous retrouvez en cliquant sur je ne sais quoi, en cliquant sur beurette, machin truc. Tu vois. Donc c'est pareil, c'est encore cette espèce d'apologie de la normalité du médiocre. Je pourrais parler de la mode. On a rigolé un petit peu hier en préparant la conférence avec la mode des normcore. Je ne sais pas si vous connaissez les normcore, je ne sais pas si on a une illustration des normcore. Les normcore, on a trouvé la définition, c'est ceux qui trouvent la libération dans l'indistinction. Donc ce sont des gens qui, dans une foule, veulent être le moins distinguables possible par leur style vestimentaire. Donc c'est le mec qui pense pendant des heures à s'habiller comme Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est encore une fois, assez évocateur. J'aurais pu parler des anti-héros qui sont à la mode, comme en ce moment il y a Deadpool par exemple au cinéma. C'est un anti-héros par excellence, voilà, qui fait des gaffes, machin, qui n'a pas vraiment de super pouvoir. Même si on peut trouver des contre-exemples, mais je pense que c'est la tendance actuelle. Je pourrais parler, mais on n'aura pas forcément le temps, des rappeurs actuellement qui sont évidemment, je vous dis, le premier marché en France consommé, notamment par les jeunes, qui s'habillent pareil, ils sont normaux, vous les croisez dans le métro presque. Il n'y a plus cette espèce de rapport à l'extraordinaire, quoi. Il s'est passé aussi une chose, c'est que le rap est devenu extrêmement lié à la weed, j'ai l'impression en 2013. C'est vraiment un truc, tu sais, les tempos se sont ralentis, ça s'est beaucoup assombri, le rap et le R&B aussi. Le R&B d'aujourd'hui est super sombre. Donc voilà, moi j'ai tendance à aimer les choses un peu plus colorées. Ce que j'écoute, un truc avec beaucoup de personnalité. Et le rap que j'écoutais, c'était un rap très exubérant, mais qui avait quand même ce truc un peu conquérant. Enfin, moi, je suis resté bloqué sur Dipset. C'est vraiment pour moi un truc de mec qui porte des vêtements qui ressemblent à des drapeaux américains, tu vois. C'est pas du tout du rap qui tient compte de la crise économique, en fait, que j'écoute. Et ouais, le truc de on est chez soi, on est des adolescents blancs qui fument des joints en écoutant du rap qui ressemble à du trip-hop ou à du jazz, tu vois. Non, ça c'est pas du tout dans ma culture et c'est pas du tout dans ma vie, quoi. Donc forcément, je passe à côté de plein de choses et peut-être que je deviens vieux aussi, quoi. Donc, apologie d'une personnalité sans qualité propre, sans identité profonde, sans caractère, sans forcément d'âme. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que c'est ce qui est véhiculé par le système. Je pense que ça correspond, je n'ai pas le temps de développer, mais ça correspond aussi avec la tertiarisation, c'est-à-dire la bureaucratisation, le fait, ce sont l'émergence des nouvelles classes moyennes en termes économiques et sociaux. Ça véhicule quand même beaucoup de choses et qu'il y a un rapport au salariat, mais en rapport aux institutions et un rapport au monde qui est bien dans ce cadre-là. Et comme il faut donner l'illusion de mouvement, de différence pour donner l'impression au consommateur moyen qu'il a cette abondance et cet infini à disposition, je me suis influencé d'un concept de Jean Baudrillard qui s'appelle la PPDM. La PPDM, c'est la plus petite différence marginale. C'est-à-dire que la plus petite différence marginale, c'est comment effectivement se différencier de Monsieur Tout-le-Monde. Et j'ai constaté que la PPDM, la plus petite différence marginale, se faisait en ce moment dans notre période, dans notre génération, dans notre époque, sur l'excitation, la stimulation de ce que j'ai appelé la mauvaise conscience. C'est-à-dire, dans ce cadre de normalisation, d'uniformisation, la différence entre les produits, d'ailleurs on est tous des produits à cet égard, se fait souvent par le bas, c'est-à-dire par la démonstration de valeurs basses, de valeurs primaires, de valeurs premières, qui si vous voulez, qui parlent immédiatement, qui choquent, qui touchent tout de suite à l'émotion, à l'émotionnel, qui font référence à la pulsion et au pulsionnel. On n'est plus du tout dans ce qu'on appelle la raison et le logos, on est plutôt sur la stimulation du premier. Voilà, c'est que quand on voit un cul sur Instagram, tout de suite, ça fonctionne, on regarde, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est le ressort actuel et le moteur actuel, le carburant actuel de cette culture. L'émotion et la pulsion. Et c'est parce que, si vous voulez, il ne faut pas que les ressorts évoquent autre chose. Il ne faudrait pas que les ressorts évoquent le travail, l'effort, l'aristocratie, etc. Alors, on va justement rentrer dans le vif du sujet, au cœur du réacteur, au cœur de la matrice, avec Instagram.
Si vous voulez retenir quelque chose de cette conférence, c'est que les clés de la culture en 2018, c'est cette équation normalité et pulsionnelle, normalité émotionnelle. Tous les outils modernes de cette culture se réfèrent à cette équation et à ce schéma, et principalement Instagram. Donc Instagram, je pense que vous connaissez, mais je vais en parler, on va ouvrir la boîte de Pandore. Instagram, c'est le royaume du voyeurisme, c'est le royaume de l'exhibitionnisme, c'est la glorification du néant, c'est la glorification des névroses, la célébration du néant, du vide, de l'obscénité, même de la morbidité, on peut y réfléchir. C'est-à-dire que tout est là. Voilà, tout est là. C'est pour ça qu'Instagram est le symbole ultime de cette culture, parce que Instagram, comme vous le voyez, ça ce sont des jeunes filles qui ont en moyenne 15, 16, 17, 18 ans, pas plus. Et encore, on a été gentils. Vous voyez bien qu'elles se fondent sur les modèles que j'ai cités tout à l'heure, qui sont des descendantes de Paris Hilton, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Instagram, c'est le royaume de ce qu'on appelle la jeune fille. Instagram, c'est le royaume de ce qu'on appelle en sociologie des rapports hommes-femmes, comme dirait Stéphane Edouard, c'est le royaume de la femme-enfant. La femme-enfant, on pourrait la circonscrire en termes d'âge comme étant la femme entre 15 et 25 ans, mais c'est plus profond que ça. La femme-enfant, c'est une vision du monde. La femme-enfant refuse de se confronter à toute contrainte. Pour elle, ça n'existe pas ou ça ne devrait pas exister. Elle considère que tout lui est dû, non pas parce qu'elle travaille, qu'elle apprend ou qu'elle souffre, mais par le simple fait qu'elle l'est. Son être est un cadeau au monde, donc le monde, les hommes, lui doit quelque chose. Tout naturellement et parfois inconsciemment, elle en conclut que son corps est la valeur d'échange ultime. Et ça correspond énormément, consubstantiellement, à la culture dont je vous parle. C'est-à-dire que la vision du monde de la femme-enfant correspond au système. La femme-enfant incarne la culture dont je vous parle, la culture du système, et le système se base sur la femme-enfant pour reproduire des schémas capitalistes que vous connaissez. C'est-à-dire que Instagram, actuellement, c'est à la fois un réseau social, c'est le réseau social du moment, c'est plus du tout Facebook qui a le vent en poupe, Facebook qui est en train de se casser la gueule, on pourra en parler. Instagram, c'est le réseau social du moment, mais Instagram, c'est aussi un site de rencontre, c'est ainsi le site de rencontre du moment, c'est aussi une plateforme de recrutement. Il y a des marques qui mettent le grappin sur des jeunes filles en leur proposant de l'argent pour faire des photos avec leurs vêtements, leurs bijoux, leurs montres, etc. Par exemple, voilà. C'est une publicité humaine, des femmes sandwich, quoi. Donc Instagram, réseau social du moment, site de rencontre, plateforme de recrutement, vitrine, mise aux enchères même, j'ai envie de dire, et parce que là, elle se vend, la jeune femme se vend, littéralement. Je ne sais pas si elle en a confiance, mais elle se vend, il y a tout un tas de choses qui sont charriées par ce genre de photographie, mais Instagram, c'est un nouveau catalogue. Hein, c'est le catalogue de la culture moderne. Concrètement, l'adolescente banale, parce que quelque part, elles n'ont rien d'extraordinaire. Bon, c'est des jolies filles, mais quelque part, elles n'ont rien d'extraordinaire dans leur posture. Mais concrètement, l'adolescente banale qui montre son cul à l'univers, parce qu'Instagram, c'est quand même montrer ce que je suis, montrer mon corps à la planète entière, c'est ça le moteur de la culture en 2018. Et c'est intéressant, encore une fois, parce que la femme-enfant, la jeune fille, elle est la consommatrice de ce système, mais elle est l'actrice de ce système, elle est la productrice de ce système. Et elle maîtrise à la perfection, de manière inconsciente, elle les a acquis, les codes de cette nouvelle culture. Et qu'on ne me dise pas, petit aparté, qu'on ne me dise pas que c'est uniquement le capital qui a créé ex nihilo cette situation. Le système capitaliste s'appuie sur les tendances naturelles de la femme-enfant pour en faire un marché, pour en faire des marchés juteux. Des marchés qui vont, je vais le dire, qui vont jusqu'au réseau de prostitution. Parce que il y a, par exemple, des riches émiratis se servent d'Instagram pour repérer des jeunes filles comme un catalogue, pour repérer des jeunes filles, leur payer un voyage. Ah, t'es jolie, toi, t'as tel âge, t'habites à Montargis ou je sais pas où, en banlieue lyonnaise. Je peux te faire venir à Dubaï ou machin demain par avion, je t'envoie un billet et je te paierai 2000 € pour 3 jours ou 20 000 € pour 3 jours pour une prestation sexuelle. C'est un nouveau réseau de prostitution. Encore une fois, je dis ça pour que les gens aient conscience de ce qui se joue en ce moment. C'est pour ça que dans ce monde prostitutionnel, par essence, pornographique, qui fonctionne sur des codes pornographiques, avec une sorte de fascination pour l'autodestruction, puisque
j'en ai pas parlé, mais c'est aussi la junk food. Tout ça, c'est accompagné, en fait, c'est un package. C'est-à-dire qu'il y a le junk food, il y a les drogues, il y a la cigarette, l'alcool, il y a la vie rock'n'roll, machin. Il y a tout un mode de vie qui est véhiculé. Et dans ce monde, la création, parce on parle des femmes, mais je vais m'intéresser aux hommes, dans ce monde, la création masculine est, elle manque de repères. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'apothéose en ce moment des coachs, par exemple. Parce qu'on a une terrible perte de repères et de perte d'identité dans les jeunes générations masculines qui se tournent effectivement vers les coachs YouTube, les coachs Internet, les coachs je sais pas quoi, les coachs muscu, les coachs trucs. Et on est beaucoup sur le mode de vie, le comportement, enfin bon bref, des choses comme ça, quoi, pour réapprendre à exister dans ce nouveau monde. Et donc j'ai constaté que la création masculine dans ce monde prostitutionnel pornographique qui est fasciné par l'autodestruction tournait essentiellement dans la période actuelle, c'est-à-dire ces dernières années, et encore je suis gentil, autour du malaise, autour du spleen, autour de la déprime, autour de la dépression. Ce sont vraiment des thématiques qui reviennent, notamment dans la musique. On va peut-être pouvoir balancer des extraits musicaux. Dans la musique consommée par les jeunes en masse ces derniers mois. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. I gave her everything. She took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Someone that's afraid to let go. XXXTentacion. Je ne sais pas si vous connaissez XXXTentacion, c'était un rappeur américain. Voilà. C'était parce qu'il est mort il y a quelques mois. XXXTentacion, il incarnait parfaitement la culture dont je vous parle, le revers de la culture dont je vous parle, puisque c'était un jeune qui incarnait cette idéologie no future, cette idéologie nihiliste, cette idéologie destroy, dépression, drogue. XXXTentacion, il a émergé sur Internet il y a 1 an et demi par les sites dont je vous parlais, SoundCloud et compagnie, avec des petits morceaux. Il est devenu très connu. Le message global de sa musique tournait autour de la dépression, la mort. Les gens autour de moi sont morts. Je prends de la drogue depuis que j'ai 10 ans. Je vais bientôt mourir. I'm in pain, wanna put 10 shots in my brain. I've been tripping about some things can't change. Switch at the same time on tape, put you just in bed, get a phone call. Girl that you fuck with, kill herself. That was this summer and nobody helped. And ever since then, when I hate myself, when the fucking ended. Résultat des courses, à 20 ans, il est mort. Voilà. Il faut comprendre que c'est ça, actuellement, c'est ça qui est véhiculé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand il est mort il y a quelques mois, les médias bien pensants ont fait une analogie avec Tupac. Ah, c'est un rappeur, il est mort, c'est Tupac. Non, 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 c'est pas Tupac. Ça, c'est Kurt Cobain. Ça, c'est Kurt Cobain 2018. C'est-à-dire qu'il parle de mort, il meurt vraiment. C'est-à-dire que le court terme incarné jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais crever, j'en fais un business, mais je vais crever quand même, et il crève. Voilà. C'est ça le futur. On pourrait parler de, je sais pas quel est le suivant. Treyway, these niggas said it heard me, I ain't heard of you. Get the fuck up on my fucking face before I murder you. Bitch niggas always drink the blood, but I know they fool. Whole squad full of fucking killers, I'm a killer too. Set it, shot, nigga. Everybody get pop, nigga. The nigga run, nigga. We set it, shot, nigga. 6'9" this and 6'9" that. Niggas on my dick and on my yak. These niggas looking for me, you can hit my jack. I done drop my address, yeah, no, it's 6'9" that. 6ix9ine. Alors 6ix9ine, c'est intéressant. C'est pareil, très en vogue, rappeur américain d'origine mexicaine ou je sais plus quoi, colombienne, enfin bon bref, très en vogue en ce moment. Tatouage de gang sur la gueule, dents de toutes les couleurs, cheveux de toutes les couleurs. Ça c'est intéressant parce qu'il véhicule cette idéologie no futur, destroy, je m'en fous de demain évidemment parce que vous avez vu ma gueule, de toute façon je m'en fous du futur. Mais lui, il est plus intelligent que le reste, c'est intéressant parce qu'il est devenu un businessman. Il a réussi à comprendre que ça c'était le nouveau marché et il en a fait son business. I'm not, bro. I know my music is trash. It's just hot trash, you know what I'm saying?
Il s'est un peu construit un personnage. Vous trouvez des photos de lui il y a quelques années, c'est un gentil petit étudiant, mais il s'est affilié à des gangs, enfin bref, c'est les trucs. Et il est devenu le roi du rap game de 2018 aux États-Unis, non pas par sa création musicale, mais par ce qu'on appelle le trolling. Le trolling, c'est-à-dire qu'il a clashé en permanence d'autres rappeurs en disant que lui, il était là depuis 2 jours, mais qu'il enculait tout le monde, qu'il était plus fort que Nas, que Tupac, que Jay-Z, que Biggie, que je sais pas quoi. Yeah, you know that? Niggas be having 2 mixtapes out, working on their album already. This is my first mixtape. I've been out for 5 months. 5 months, and already platinum records, gold out. Not even an album. I released a fucking mixtape. Look at that. 1 billion streams in 5 months. What that say? Yeah. Yeah, 1 billion streams. And I'm still wearing the same clothes. I don't even look. Fuck that shit. Wearing the same clothes. You know what I'm saying? Treyway shit, man. I don't give a fuck about none of that shit, man. Y'all niggas be putting out albums, mixtapes. This is my first one. Real Treyway shit, man. You know what I'm saying? Donc lui, c'est intéressant parce qu'il a compris que ça, c'était dans l'air du temps, mais il en a fait un marché, il en a fait un business. Et lui, je pense qu'il doit véhiculer l'idée je vais mourir, je vais me détruire, machin, mais lui, je pense qu'il va pas mourir et je pense qu'il va faire beaucoup d'argent. Mais comme on est dans une période très incertaine, il est possible que finalement, à force de clasher tout le monde et qu'aux États-Unis tout le monde se tire dessus, c'est possible qu'il finisse une balle dans la tête quand même. Est-ce qu'on a PNL ? PNL, c'est le groupe qui a défrayé la chronique ces dernières années en rap français, en musique française. C'est un des seuls groupes qui est connu aux États-Unis. C'est des mecs de quartier qui vendent de la drogue, mais qui te disent « Ouais, je vends de la drogue, mais je suis déprimé, je veux faire du fric, mais je vois pas l'intérêt, je vais mourir. » Ouais, c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par centime. Mon cœur se transforme en billet. Wow, 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 wow. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain de race. Wow, 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 wow. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est hyper en vogue en ce moment, ça cartonne, mais ça cartonne, c'est pas uniquement votre petit frère de 12 ans qui écoute ça, c'est quand même, ça fonctionne vraiment dans la société, c'est ce qui est sur le devant de la scène, et je vous dis, ils sont connus jusqu'aux États-Unis. Après, j'ai pas le temps de développer sur la qualité musicale, le rapport à la musique, etc., parce que on pourrait parler effectivement du métissage dans la musique, le fait qu'on mélange les genres maintenant, etc., parce qu'on il rappe, il chante, bon, il y a de l'autotune, bon, bref, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on a Columbine ? C'est pour bien montrer qu'il y a un mouvement d'ampleur en ce moment et qui est transclasse. C'est pas uniquement les classes populaires, ou c'est pas uniquement que les jeunes, etc. Columbine, c'est pour les classes moyennes blanches. J'ai dribblé dans la vallée, les âmes et les années. J'ai grandi dans les vapes et vapoté jusqu'à me cramer. Noyé dans mon apnée, cadavre dans les allées. Visage cellophané, ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos. Adieu bientôt, je fais plus de sessions gaming que de sessions studio. J'élimine, je les arrête, prends mon cœur, tu le ramènes. Je suis détestable, je suis l'autoportrait de la planète. Je fais plus de sessions gaming que de sessions studio. C'est-à-dire le mec, il joue aux jeux vidéo plutôt que de s'occuper de sa musique. Voilà, donc en quelques phrases, j'imagine si vous avez porté l'oreille, vous avez compris ce qui était véhiculé quand même par ce genre de morceaux. Je crois que ça c'est un descendant d'Orelsan, machin, bref, on pourra en parler. Je crois que c'est tout ce qu'on avait sélectionné. Précisons toutefois que cette tendance à la dépression concerne principalement le marché des consommateurs internautes, la musique de supermarché marketée à l'ancienne, comme le rap variétoche de Maître Gims ou Soprano, visant essentiellement un public hors stream, la ménagère de moins de 50 ans et les enfants de moins de 10 ans. Citons également le phénomène MHD, qui ratisse très large en additionnant rythmique ethnique, code de banlieue et ambiance de fête du village. Je suis toujours en apnée, ces bâtards je les sens pas. Tu te butes à la Yoka, on se bute à la peuf. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League. Alors je pourrais parler évidemment des grandes têtes d'affiche en ce moment au niveau musical qui sont Drake et The Weeknd. Si vous vous intéressez aux paroles véhiculées par Drake et The Weeknd, on en parlait tout à l'heure, c'est pareil, ils font de la global music aussi.
c'est très intéressant, mais j'aurai pas le temps de développer. C'est je suis riche, mais je suis déprimé. J'ai baisé 3 top modèles hier soir, j'ai pris de la drogue, mais je me sens pas accompli dans ma vie. Je me suis fait quitter par le mannequin bosniaque, serbe hier. Je suis malheureux. Voilà, c'est ça qui fonctionne en ce moment et c'est ça le discours en vogue encore une fois. And all these motherfuckers wanna real love. I only call you when it's half-assed, but the only time that I be by your side, I only love it when you touch me, not feel me when I'm fucked up. That's a real me when I'm fucked up. That's a real me. Yeah. Bref. Je termine sur cet aparté. Je reviens à ce que j'ai appelé la jeune fille, la femme enfant, pour dire qu'elle est au centre de cette culture à tous les niveaux, puisque on est sur le court terme, on est sur le pulsionnel, et que, comme je vous disais tout à l'heure, un cul de jeune fille, ça fonctionne toujours. Voilà. Et le marché l'a très 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 bien compris. Donc la femme enfant, meilleure consommatrice, meilleure productrice, meilleur produit, meilleure publicité. Voilà, très très bien. Et il faut comprendre que la femme enfant, là, elle génère du capital en faisant ça. C'est-à-dire que les sites de rencontres, par exemple, dont je vous parlais, les sites de rencontres sont payants pour les hommes. Comme les boîtes de nuit à l'époque, enfin comme les boîtes de nuit encore. Voilà. Et là, il y a des billets qui tombent. On pourrait parler des youtubeuses qui maintenant se filment, elles font des lives sur lesquels on peut donner instantanément, en temps réel, de l'argent pour qu'elles continuent à parler. Et c'est-à-dire que nous, on a regardé ça une fois, c'est-à-dire qu'on a une jeune fille de 17 ans qui dit « Bon, bah voilà, je suis en live ». Elle est en live sur YouTube, elle parle pendant une demi-heure pour dire « Bon, aujourd'hui, j'ai mis une chaussette, j'étais au casino du coin, j'ai acheté une bouteille d'Orangina ». Et il y a des mecs qui donnent ce qu'on appelle des tips, qui donnent 5 €, 10 €, 15 €. Merci pour les 50 €, Volkazi. Merci. Merci beaucoup, Nash. Bonsoir. Fais passer, moi, continue, j'ai ici le passage. T'es 24 ans, c'est bien présent, quoi. Elle fait rentrer du business comme ça, elle fait plus d'argent que vous. Elle fait plus d'argent que votre salaire moyen. Donc il faut le savoir. Et ce que je voulais dire pour conclure, parce que en fait dans cette conférence j'ai voulu vous donner des pistes sur la culture dominante, et je pense que si vous avez apprécié, si la vidéo est appréciée, après on fera de la post-prod, peut-être qu'on fera une partie 2, une deuxième, on approfondira certains sujets. Je voudrais revenir sur... qu'est-ce que je disais ? Oui, je voulais revenir sur le fait que la vision de la femme-enfant est très proche de la vision du monde capitaliste. Donc là, je vous invite à lire Otto Weininger, je ne sais pas si on le propose, qui est également très proche de la vision juive. Otto Weininger, le dernier chapitre serait essentiel dans votre vie, lisez-le. Je ne sais pas si on le vend ici, mais faites-le. Et parce qu'il y a une consubstantialité, si vous voulez, entre la femme-enfant actuelle et le capitalisme en phase terminale. C'est-à-dire le capitalisme en phase d'extension de la spéculation. Parce qu'on est dans l'abstraction complexe, dans la virtualité complète, la spéculation complète. Et ça le représente, ça l'illustre, je pense, le mieux. À l'instar de Nylon Magazine, Jalouse s'est spécialisée dans la découverte des nouvelles hit girls. Ce sont toujours des filles entre 16 et 20 ans, tout en séduction et en précocité. Le culte de la jeune fille est devenu une obsession contemporaine, comme s'il y avait un besoin insatiable de fraîcheur pour pouvoir continuer à désirer et à consommer. Voilà, pour ma part, j'espère vous avoir permis de mieux appréhender les enjeux, les véritables enjeux culturels d'aujourd'hui. Il faut d'abord faire le bon constat de la culture dominante et de tout ce que ça induit en termes économiques, sur la psyché, etc., pour pouvoir parler de contre-culture et d'avant-garde culturelle. D'ailleurs, j'ai pas le temps de développer, peut-être qu'on le fera dans les questions-réponses tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avant-garde culturelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contre-culture, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des propositions culturelles et artistiques qui ne rentrent pas dans ces cadres, qui émergent, mais ce n'est pas du tout ce qui est véhiculé, évidemment. Et il y a certainement de la qualité, mais on n'a pas assez creusé et préparé pour vous présenter tel cinéaste ultra subversif avec telle méthode, machin. Mais d'ailleurs, Dany, dans sa conférence, d'ailleurs je lui passe le relais, va vous présenter des exemples historiques, voilà, de subversion technique et idéologique, notamment par des cinéastes comme Pasolini, etc., qui sont des modèles pour nous qui veulent résister au point de vue politique, notamment. Voilà, je vous remercie, on fait une petite transition, je lui passe le micro, etc. Voilà. Merci à vous.
Les filles, arrêtez d'être bonnes, parce que j'arrêterai jamais d'être un homme. Instagram c'est devenu Babylone. Arrêtez d'avoir des numéros de téléphone. Vous savez très bien que je suis facile à séduire. J'ai pas encore de famille, vous voulez la détruire. Vous niquez mes vacances, partout y a des pièges. Même en combinaison vous êtes bonne dans la neige. Bonne meuf.